c'est un acier différent, une fois encore, donc nouveau. Donc, ce qui nous emmène au dernier sujet. On va parler environnement un peu avec vous. Je reste avec vous, Patrice Geoffron, parce qu'on se dit tout. C'est vous qui m'avez soumis ce papier, cette étude de la Fondation Jean Jaurès, un peu surprenante. Après les débats qu'on a pu avoir avant l'été et le moratoire voté à l'Assemblée nationale sur tous les nouveaux projets d'énergie renouvelable. Cette étude de la Fondation Jean Jaurès, un sondage de l'IFOP.NJ auprès de 12 000 personnes, donc étude absolument colossale, qui indique que majoritairement, les Français sont favorables aux énergies renouvelables. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toute catégorie politique confondus. Alors les Français ont bien compris, et contrairement à nos politiques, peut-être ont fait le retour d'expérience de 2022, qui a été assez violent, même s'il y a eu des protections publiques sur les prix. Mais enfin, la question de la souveraineté et de l'autonomie, des gains en autonomie énergétique se pose. Et en fait, contrairement à ce qu'on entend à l'Assemblée, il y a un très très large consensus, vraiment très large consensus sur les énergies décarbonées, donc renouvelables et nucléaires. Il n'y a pas d'opposition, notamment l'opposition qu'on trouve au Parlement. Et ce qui est assez fascinant, c'est deux choses. Premièrement, ce consensus, cette adhésion, elle est un tout petit peu moins marquée chez les électeurs de droite et à la droite de la droite, mais à peine moins. Premièrement, et puis deuxièmement, et ça c'est assez fascinant, dans ce panel, les gens qui à proximité de chez eux ont des éoliennes, ont du renouvelable, ont plutôt une préférence, une affection plus marquée pour les renouvelables. Donc le parti pris du rejet et la manière dont finalement ce débat se noue à l'Assemblée, ça soulève vraiment des questions de sciences politiques absolument passionnantes sur la manière dont les électeurs, qui sont les mandants de leurs députés, voient bien les signaux envoyés retranscrits à l'Assemblée. Donc de ce point de vue, la préoccupation, qui n'est pas encore une fois qu'une préoccupation environnementale, qui est une préoccupation notamment fondée sur la crise de 2022 et puis des chocs antérieurs, notamment ce qui a conduit à la crise des Gilets jaunes et qui est un choc pétrolier. Tout ça, ça a profondément marqué nos concitoyennes et concitoyens. J'avais pu l'observer très directement en faisant partie d'experts qui avaient accompagné la Convention citoyenne pour le climat. Quand même un truc qui dure 1 an, 150 personnes qui sont une mini-France et qui aboutissent à 150 mesures exigeantes qui sont à une ou deux exceptions. Ils n'ont pas toutes été reprises. Qui n'ont pas toutes été reprises, mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça nous dit en termes sociopolitiques, parce que la quasi-totalité, à une ou deux près de ces mesures, ont été votées à 95% et plus. Donc là, on parlait tout à l'heure de consensus, là, il y a eu du consensus. Et donc ce décalage, il est préoccupant. Il est d'autant plus préoccupant que la transition qui va bien finir par décoller, eh bien, même si ce n'est pas ce qu'on observe à l'heure actuelle, c'est une transition qui va supposer de faire des transferts d'usage vers l'électricité. Véhicules électriques. Il y est déjà, non, aujourd'hui. Alors, on ne le voit pas dans la demande d'électricité qui a plutôt tendance à stagner. Donc, les véhicules électriques, des pompes à chaleur, des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène, de la climatisation, il va en falloir plus, des data centers, etc. Et si ça doit décoller à un moment, on ne pourra pas répondre à cette demande uniquement avec le parc électronucléaire qui devrait produire un peu plus, mais avec des marges de manœuvre qui sont assez réduites. Et le nouveau nucléaire, lui, va arriver en 2040. Or, la demande devait monter auparavant. Comment est-ce qu'on y répond? Uniquement avec des renouvelables. En gardant à l'esprit qu'il est important aussi d'avoir des gains d'efficacité dans le logement, qui est un autre sujet, mais qui est extrêmement important, notamment évidemment pour la continuité des investissements et les filières dans le bâtiment et sa rénovation. Tout ça boucle, tout ça c'est de la croissance quand même pour l'avenir, nous on a souhaité. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas surprise en fait qu'il y ait tellement, que des chiffres de cette étude effectivement très intéressantes. 77% des électeurs du Rassemblement national qui sont favorables aux énergies renouvelables. Après ce qu'on a entendu à l'Assemblée nationale lors des débats avant l'été, là, c'est... non, quand on revient à l'électorat en plus, parce que c'est eux quand même. Non, parce qu'en plus, si on regarde l'électorat du Rassemblement national, c'est quand même ceux qui sont également les plus confrontés et les plus démunis pour s'adapter et faire face au changement climatique. Oui. Donc, raison de plus pour ne pas y être opposé et au contraire anticiper et pouvoir
pouvoir justement s'adapter. Mais justement parce que on peut y voir effectivement un facteur de croissance sur les prochaines années. On peut y voir également une forme de réalisme et peut-être une lueur d'optimisme sur le fait qu'on est prêt à accepter que, effectivement, il va y avoir un coût à la transition. Alors après, à voir comment justement sur le long terme ça va se manifester. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on va avoir, est-ce qu'on va avoir des effets rebonds, par exemple sur le logement, comme vous le disiez, etc. Est-ce que peut-être que les Français ont gardé l'idée des boucliers, effectivement les boucliers énergétiques qu'on avait eu auparavant et donc se rendent pas vraiment compte du coût, puisqu'il va y avoir un coût réel pour le coût de la transition. Qui est chiffré à une centaine de milliards, entre 60 et 100 milliards par an. En termes, parce que c'est pas l'idée pour justement s'adapter au changement climatique, certes, des nouveaux matériaux, etc., bien entendu, passer à l'électrique, mais il y a également des innovations en termes d'usage. Donc il faut réfléchir à des nouveaux usages, parce qu'effectivement, si on ne change pas les modalités de consommation, et si on ne réfléchit pas à des nouvelles formes de mobilité, notamment, ça ne sert à rien. Le réchauffement climatique, il va continuer à s'accélérer. Donc effectivement, ce qu'il faut, et là on en revient à ça, il faut raisonner en réforme structurelle et notamment inventer des nouvelles formes de mobilité. Et il faut surtout pour que ça puisse être accepté par les Français du bas de l'échelle, qui ont besoin de leur voiture, etc., électrique ou pas, il faut justement réfléchir aux nouveaux moyens de transport. Et donc là, on en revient à des réformes structurelles une fois encore, les réseaux, peut-être plus de décentralisation et réfléchir à une mobilité qui permette... Il va falloir des moyens. Aussi, Eric Heyer, beaucoup d'argent à mettre sur la table. Jean Pisani-Ferry avait réfléchi au sujet avec son rapport avec Selma Mahfouz. Avec Selma Mahfouz, absolument. Mais, oui, bien sûr. C'est pas de le dire. Oui, mais on voit bien qu'effectivement, il y a une décarbonation de notre énergie qui est nécessaire. Et donc, ce qu'a dit Patrice est complètement juste. Enfin, en tout cas, je le partage. Et ça me fait un lien avec le budget. Vous voyez, le budget, on doit faire 120 milliards. Penser qu'on va y arriver juste avec une mesure sur les riches ou une mesure sur les retraités, c'est peine perdue. Il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir beaucoup de mesures et qu'elles soient partagées. De la même manière, là, il va falloir décarboner toute notre énergie, aller vers de l'électricité propre. On ne va pas y arriver avec une seule mesure. Il va falloir beaucoup de mesures. Et ça va coûter cher. Et donc, du coup, effectivement, on refait le lien avec le budget. Si on croit à Pisani-Ferry, c'est 660 milliards sur les 10 ans, la moitié proposée par ces deux économistes par finalement des aides publiques. Donc là, on parle de 300 milliards, 30 milliards par an. Donc d'un côté, il faut trouver 120 milliards et de l'autre, on va rajouter, à peu près 300 milliards. Alors comment on les finance, ces 300 milliards? Vous avez pas 36 pistes. Soit vous dites c'est du déficit, on le fait pour nos enfants et donc c'est nos enfants qui paieront. Soit vous dites on va en partie augmenter la fiscalité. Soit vous dites on va trouver 300 milliards de réduction de la dépense publique en plus des 120. D'accord. Donc là, ça commence à faire beaucoup, mais il y aura forcément des subventions. Vous voyez, sinon ça sera fin du mois contre fin du monde. Et ça, c'est important que on aide cette transition écologique. Il faut se convaincre que c'est une bonne affaire en fait, parce que évidemment 100 milliards par an, c'est l'ordre de grandeur, ça peut paraître, mais observons qu'en 2022, on a importé pour 120 milliards pour l'essentiel de pétrole et de gaz. Une année normale, on est à 60 milliards. Il faut parvenir à comptabiliser les gains qu'on va faire et les économies qu'on va faire en se décarbonant. Par exemple, la pollution de l'air, il y a une étude d'Air Paris absolument passionnante qui est sortie il y a quelques jours et qui dit que pour chaque francilien et francilienne, il y a un coût annuel de la pollution de l'air qui est de 2200 €. Pour chaque Parisien et Parisienne, 2700 €. Donc si on fait la balance de ces coûts et si on regarde encore une fois pour les filières qu'on est en train de développer, où se trouve la valeur ajoutée comparativement à la valeur ajoutée d'un baril de pétrole ou d'un mètre cube de gaz, évidemment il y a un effet transformant qui va être très bénéfique, à une condition qui est la constance. Qui est la constance. Or, on est très dont on manque terriblement en ce moment. Et ça nous renvoie à nouveau au début de la conversation sur le projet. Il y aura un beau projet, me semble-t-il. Il ne va pas se nouer là, c'est évident, dans le cadre de ce débat, si on peut dire, pour le prochain budget. Croisons les doigts néanmoins pour qu'il ait lieu dans le cadre du débat présidentiel.
Et oui, et vision, projet et vision. Et effectivement, il y a une manière également de faire, ça nous coûtera d'autant moins cher et sera d'autant mieux accepté qu'on le fait, ça paraît évident, il ne faut pas raisonner tout seul. Il faut raisonner avec l'ensemble des autres pays du monde. À l'échelle européenne. Déjà à l'échelle européenne, bien sûr, évidemment, à l'échelle européenne, notamment en utilisant les fameux PIAC, les projets d'intérêt commun européen. Et également, là, avec tous les partenariats qu'on est en train de signer, notamment avec l'Indonésie, etc., avec l'Asie du Sud-Est, pour importer certains composants, pour aller faire des matériaux nouveaux. Et également, réfléchir en fait aux avantages comparatifs qu'on peut avoir. Il y a notamment, par exemple, sur les renouvelables, la géothermie. La géothermie, elle permet justement de pallier un peu l'inconstance justement des renouvelables. Et en attendant, pour l'instant, le chancelier allemand Friedrich Merz, lui, appelle à ce qu'on supprime ou qu'on abroge l'interdiction des moteurs thermiques en 2035. Oui. Donc on voit qu'on n'y est pas tout de suite. Tout en relançant les subventions aux véhicules électriques. Voilà. Non mais ça, les entreprises de toute façon sont contre. Merci à tous les trois.